Rebonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, nous vous proposons ce matin un webinaire, une visio, dans le cadre des réflexions qui sont posées autour du schéma départemental de la lecture publique, c'est-à-dire les réflexions que la bibliothèque départementale met en place pour faire évoluer son projet, le projet du département à l'attention des bibliothèques de la Mayenne. Dans ce cadre-là, effectivement, ce webinaire est enregistré. Alors, nous sommes quelques-uns ce matin à y assister, à y participer, mais c'est surtout un outil que l'on va retrouver tout au long des réflexions posées autour du schéma, donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'à l'automne prochain, et que vous pourrez retrouver en ligne, diffusé sur le site de la bibliothèque départementale. Alors, le sujet de la visio de ce matin, c'est de vous proposer un tour d'horizon des bibliothèques animé et documenté par Raphaël Besson, que je vais vous présenter dans un instant, dans le cadre d'une étude menée autour de l'évolution des bibliothèques en France. Mais un mot avant de présenter Raphaël, un mot sur ce que c'est qu'un schéma. Je le disais, c'est une nouvelle feuille de route pour le département de la Mayenne, un nouveau projet adressé aux bibliothèques et aux enjeux de lecture publique plus largement. C'est une démarche que l'on mène d'abord autour d'un état des lieux de ce qui se passe en Mayenne, de comment sont organisées les bibliothèques, de comment elles vivent, comment elles sont dotées, quels services elles proposent. Donc ce webinaire aura vocation aussi à illustrer des évolutions qui sont en cours en Mayenne et ailleurs, hein, bien entendu. Et dans ce cadre-là, on mène une réflexion en plusieurs étapes, avec d'abord, je le disais, un état des lieux, c'est un petit peu un travail de fond, et ensuite des concertations pour lesquelles on convie l'ensemble des participants et partenaires, bibliothécaires, partenaires, élus du territoire. Trois sessions de concertation, et j'en profite pour le dire ici. Une première session le 13 mai prochain, donc 13 mai 2025, puisqu'on va diffuser le webinaire. Une deuxième session une première session à Louvernay le 13 mai, espace Renoir. Une deuxième session le 27 mai au Carré à Château-Gontier. Et une troisième session le 11 juin à La Selle-et-Château, dans le nord de la Mayenne. L'idée étant d'interroger les représentations des participants quant aux bibliothèques. Et c'est donc ce dont on va parler aussi aujourd'hui. Donc, première étape de ces réflexions menées autour du schéma, le webinaire que nous vous proposons aujourd'hui, et je vais donc présenter Raphaël Besson. Bonjour Raphaël, est-ce qu'il est connecté parmi Bonjour. nous? Bonjour Raphaël. Raphaël, tu es chercheur au sein d'un laboratoire que tu as fondé, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Ville Innovation, un bureau d'études qui est localisé à Marseille, et tu es aussi fondateur d'un laboratoire, cofondateur, laboratoire le Lucas, avec lequel on travaille régulièrement en Mayenne. Et il y a d'ailleurs une démarche qui est engagée aujourd'hui sur le pays de Cran. Laboratoire qui s'appelle donc Laboratoire d'usage culture, art, société, et qui a vocation à interroger les politiques culturelles sur le territoire dans une logique de concertation et d'association des habitants et des forces vives un peu des territoires dans la construction de ces politiques culturelles. Alors, tu vas avoir très largement le temps de compléter ce CV, dire aujourd'hui simplement que Raphaël, tu interviens parmi nous dans le cadre d'une étude, je le disais, qui a été commandée par le ministère autour de l'évolution des bibliothèques. Et dans un premier temps, peut-être tu peux dire un mot de cette étude, de son contexte et de la manière dont s'est déroulé ce projet. Parole Ça est à marche. toi. OK. Eh bien, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Effectivement, j'ai été sollicité il y a maintenant un peu plus d'un an par la Bibliothèque publique d'information et puis le ministère de la Culture pour travailler sur la question des évolutions actuelles, contemporaines des bibliothèques, médiathèques publiques en France. Autour de cette idée que, eh bien, ils pouvaient constater toute une série d'évolutions autour de cette idée de bibliothèque troisième lieu, de bibliothèque hybride, de bibliothèque aussi construite avec et puis développée avec aussi hein, les usagers, avec une attention forte à la question de la participation des usagers au sein des bibliothèques. Et au fond, l'idée, c'était de savoir quelles sont un peu ces évolutions, à la fois quel est l'état de l'art bibliographique, mais qu'est-ce qu'on peut aussi observer sur le terrain, quels sont les effets de ces évolutions sur les métiers hein, des bibliothécaires, sur le lien entre les bibliothèques et leur territoire, sur ce que ça peut apporter aussi vis-à-vis des usagers, et quels sont au fond aussi peut-être hein, des angles morts, des choses qui seraient à davantage travailler pour accompagner effectivement les bibliothèques dans le cadre de ces évolutions qu'on a pu observer.
Donc c'était un petit peu l'objet de ce travail. Hein. On a beaucoup travaillé hein, pendant pas mal de mois, voire quasiment une année, à travers toute une série d'entretiens, l'analyse de la littérature existante sur les bibliothèques, hein, qui est assez conséquente, et puis sous la forme aussi d'ateliers. Alors juste peut-être, Damien, je partage mon écran si ça vous va, juste Avec pour vous montrer, plaisir. si vous voulez, Juste quelques peut-être, éléments. juste Raphaël, un petit mot. Du coup, là, tu fais une première intervention. On va garder un temps pour les échanges. Et du coup, faut pas hésiter à utiliser le chat pour, même au fur et à mesure en fait de ton intervention, déjà poser des questions s'il y en a. Et moi, je vais les collecter, les mettre par thématique pour qu'on puisse à la fin cibler les questions qui seront peut-être apparues le plus souvent. J'en Ça profite va. pour vous présenter Angélique Robert, parce que je manque à tous mes devoirs. Angélique Robert du Bureau des Possibles, qui est donc l'agence qui nous accompagne dans le cadre des concertations et de l'animation des réflexions préalables au schéma. Voilà, c'est fait. Et Angélique se charge de l'animation technique de ce webinaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, elles sont relayées et je les reposerai ensuite à Raphaël au fur et à mesure. Voilà, on va s'arranger comme ça. Raphaël, la parole est à toi. Parfait. Donc l'idée, si vous voulez, c'est un peu de vous présenter hein, cette étude et puis après on pourra échanger aussi avec Damien et puis avec vous aussi. Hein. Par rapport à cette étude, juste quelques éléments quand même qui étaient un peu à l'origine de cette réflexion. C'était effectivement le constat que une série de bibliothèques étaient dans ces logiques plutôt hybrides, plutôt d'attention vis-à-vis des usagers, intéressés par ces modèles aussi de bibliothèque troisième lieu. Et donc quelques exemples hein, de bibliothèques avant de rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc notamment hein, des bibliothèques rénovées, avec par exemple la bibliothèque Mériadec à Bordeaux, qui a développé toute une attention, si vous voulez, à la convivialité hein, de cet espace. D'autres types d'exemples avec une autre bibliothèque qui a été rénovée, extrêmement connue, la bibliothèque Oscar Niemeyer au Havre aussi, hein, qui a réalisé tout un travail aussi hein, d'attention finalement à l'espace public, l'espace de rencontre. Comment est-ce que effectivement une bibliothèque pouvait favoriser les rencontres entre les différents usagers de ces espaces culturels. Au type d'exemple qui a beaucoup intéressé aussi la BPI, le ministère de la Culture, c'était cette idée que on observait le développement de bibliothèques qui s'intégraient dans le cadre d'équipements culturels pardon, plus larges, c'est-à-dire avec l'exemple par exemple des champs libres à Rennes, où là la bibliothèque est intégrée dans ce qu'ils appellent les champs libres et côtoie hein, non seulement l'espace on va dire, le centre de culture scientifique, le musée de Bretagne, mais il y a vraiment cette idée que ces différents équipements culturels, dont la bibliothèque, travaillent en commun et sont intégrés dans le même type d'équipement. Autre exemple, le labo de Cambrai, hein, qui là propose une bibliothèque municipale plutôt hybride, hein, qui surtout intègre différents domaines des politiques culturelles qui se côtoient habituellement assez peu, en tout cas dans un même lieu, à la fois la lecture publique, mais aussi la culture scientifique et technique, et tout ce qui va graviter autour du patrimoine et de la culture numérique. Je continue un petit peu sur ce tour de France des bibliothèques, où là, il y a aussi cette idée que finalement, ces évolutions, elles concernent des bibliothèques inscrites dans les villes, les métropoles, mais aussi des bibliothèques développées dans les territoires ruraux. Donc ça, c'était aussi un autre aspect en disant que ce n'est pas juste un phénomène, on va dire, métropolitain, pas du tout, mais on voit ces évolutions s'inscrire dans toute une série de bibliothèques dans les territoires ruraux. Donc là, vous avez quelques exemples, hein, la passerelle à la Beige, l'escale à Sumène, les 7 lieux à Bayeux et j'en passe, où finalement, dans ces points de lecture ou ces petites bibliothèques dans ces territoires, eh bien, développer non seulement des points de lecture, hein, mais aussi des lieux de convivialité, de partage, et développer toute une série de services en lien avec les services publics, des ateliers de dannerie, des formations comme des formations au numérique, des expositions, des espaces de travail partagés aussi, des prêts d'instruments. Une diversification, si vous voulez, des espaces et des fonctions de ces bibliothèques. Autre cas, ça va être des bibliothèques développées cette fois dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, comme ça a été le cas notamment hein, avec l'atelier Léonard de Vinci à Vaux-en-Velin, où là, en fait, vous allez retrouver effectivement une bibliothèque qui va côtoyer un centre social et aussi toute une série d'espaces dédiés aux outils numériques.
Autre exemple, c'est la bulle à Annemasse, qui est vraiment un cas assez intéressant d'implication complète des usagers dans la conception même de la bibliothèque, et puis ensuite dans la manière de travailler sur la gestion, le fonctionnement de la bibliothèque. L'Agora aussi, très intéressante sur une bibliothèque hybride développée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Et puis la médiathèque de Lezou, dont on a beaucoup entendu parler, la médiathèque contre Dore et Allier, qui est un peu un exemple d'une bibliothèque qui a travaillé non seulement avec les usagers dans le cadre de la conception de cette médiathèque, mais qui aujourd'hui continue à travailler avec les usagers et les bénévoles de la bibliothèque pour assurer en tout cas le fonctionnement quotidien de cette médiathèque. Donc, tout ça pour vous dire que vraiment cette question, c'était de se dire, on passe quelque part d'une un peu une image d'Épinal des bibliothèques, comme des bibliothèques plutôt silencieuses, sacrées, enfin voilà, à au fond cette idée que les bibliothèques eh bien, tendent de plus en plus à diversifier effectivement leurs fonctions, leurs services, et avec une attention forte vis-à-vis des espaces sociaux pour créer effectivement des espaces conviviaux, des espaces ludiques permettant d'attirer aussi une diversité d'usagers. Donc j'aime bien mettre en parallèle ces deux images, où certes c'est caricatural, mais ça nous dit quand même quelque chose sur l'évolution des bibliothèques. Entre d'un côté la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, qui est un peu l'archétype de ces bibliothèques de travail silencieuses, et puis la Hunt Library, donc là c'est aux États-Unis, qui au fond propose un espace vraiment dédié à l'espace, si vous voulez, social. Il y a quasiment une disparition même du livre dans le cadre de cet espace pour s'intéresser d'abord et avant tout à la création d'espaces de rencontre entre les différents usagers des bibliothèques. Alors par rapport à ça, c'était l'idée de se dire, est-ce qu'on est juste sur un effet de mode ponctuel et au fond, ça ne nous dit pas grand-chose sur les évolutions profondes des bibliothèques en se disant, bon, bah voilà, il y a des facteurs conjoncturels qui peuvent expliquer ça, comme notamment des réformes territoriales qui vont à un moment donné inciter les bibliothèques à davantage travailler en réseau, en partenariat. La perte d'attractivité peut-être d'un certain nombre de bibliothèques qui, à un moment donné, se disent qu'il y a un intérêt à travailler, à penser un peu les espaces différemment. Ces enjeux de gouvernance, mais aussi ces enjeux de financement des bibliothèques, où certaines bibliothèques ont pu travailler sur des logiques plus de mutualisation. Donc, si vous voulez, des facteurs conjoncturels qui peuvent expliquer ces évolutions, mais plus fondamentalement aussi des facteurs structurels. Alors, je ne développe pas tous ces facteurs-là, mais cette idée que notamment la culture numérique, au-delà des outils numériques, la culture numérique faite de partage, d'open source, d'accès libre, effectivement, aux ressources, eh bien, peut influencer l'évolution de ces bibliothèques. Autre idée sur le nouvel âge des politiques culturelles, avec tous ces enjeux, notamment en lien avec les droits culturels qui peuvent intéresser les évolutions des bibliothèques, et plus fondamentalement, des questions liées aux transitions qui peuvent expliquer l'évolution de ces bibliothèques. Tout ça pour vous dire que on a commencé donc à travailler sur concrètement la manière dont pouvaient évoluer donc ces bibliothèques dans le cadre d'une recherche à la fois académique, où on a fait toute une série d'entretiens, on a analysé effectivement un peu l'état de l'art, de la littérature, mais aussi une recherche-action collaborative où on a accompagné toute une série de territoires pour tester des outils permettant d'accompagner ces bibliothèques et l'évolution des bibliothèques. Alors pour Damien, tu me dis, je continue sur ma lancée du coup ou, Je te sentais bien parti, alors j'ai envie de te laisser continuer parce que là, après le panorama sur les évolutions, moi j'aurais quelques questions notamment sur la pérennité de certains projets comme celui de Lezou, où on avait beaucoup parlé du démarrage de Lezou et de la dimension participative à l'origine, et on aura peut-être l'occasion tout à l'heure d'échanger ensemble sur la manière dont ça vit sur le long terme, comment on entretient la dynamique, parce que finalement, les vraies questions, elles sont là aussi pour la Mayenne, c'est comment d'un modèle qu'on développe à un temps T, avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme, on fait un nouveau modèle quelques années plus tard, de manière à l'entretenir et le faire vivre sur le long terme. C'est des questions qui sont quand même assez comparables, même si les modèles sont différents. Mais poursuivons sur l'étude et puis explique-nous peut-être effectivement les méthodes, les outils utilisés pour réaliser ce travail. Parfait, on pourra parler de l'Ouzou sans problème juste après. Alors, quelques éléments vraiment très synthétiques concernant déjà peut-être les caractéristiques de ces transformations. C'est quoi ces évolutions?
Premier point hyper important pour nous dire toute une série de bibliothécaires, c'est qu'on n'est pas sur, si vous voulez, une révolution radicale, une transformation radicale. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on est plutôt sur des évolutions permanentes des bibliothèques continues qui s'expriment de manière assez diverse sur un certain nombre de territoires. Donc ça, c'est un point important et surtout, une critique, une relative critique vis-à-vis des modèles de bibliothèque troisième lieu, modèles de bibliothèque numérique, en disant, ben voilà, le numérique, notamment, n'a pas mis fin aux bibliothèques. Il y avait toute une littérature qui disait il y a une quinzaine, vingtaine d'années que le numérique allait de fait mettre un terme à ces espaces-là, et ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Donc, si vous voulez, vraiment cette idée que les bibliothèques se transforment de manière permanente et que certes, il y a des évolutions, mais qu'elles sont inscrites dans une histoire longue et aussi qu'elles s'inscrivent différemment aussi en fonction des territoires. Autre point très important sur cette question de l'ancrage territorial. En disant, effectivement, il y a eu progressivement un travail qui a été réalisé par un certain nombre de bibliothèques pour avoir une plus grande attention vis-à-vis du territoire, des partenariats non seulement avec d'autres types d'équipements culturels, mais aussi pour davantage travailler en réseau de bibliothèques sur les territoires. Donc, il y a eu aussi la loi Robert qui a incité à un moment donné à créer des schémas de lecture publique à travers, dans un certain nombre d'intercommunalités. Mais ce constat qu'en tout cas, les bibliothèques se sont progressivement euh, inscrites dans leur territoire et ont développé tout un travail de réseau dans le cadre d'un certain nombre d'intercommunalités, et tout ça aussi dans certains territoires, accompagné par les bibliothèques départementales, comme c'est effectivement le cas en Mayenne. Après, ce qu'on va nous dire, c'est qu'il y a eu tout un processus de diversification, à la fois de diversification des fonctions des bibliothèques, avec des fonctions liées, bien évidemment, à la lecture publique, aux collections, voilà, mais l'intégration d'autres types de fonctions, des fonctions liées eh bien, plutôt aux missions de service public plus larges, et notamment tout ce qui va concerner des questions sociales, des missions liées et des fonctions liées aux services numériques. Ça, c'est un autre élément. Et puis, toute une série d'ateliers qui ont pu, à un moment donné, se déployer dans pas mal de bibliothèques. L'autre idée sur la diversification, c'est la diversification des métiers, où là, finalement, on voit progressivement apparaître de nouveaux types de compétences, de métiers au sein des bibliothèques, liés notamment à la prise en compte des enjeux numériques, liés à la question de la maîtrise des politiques publiques territoriales, liés à des compétences en lien avec les usagers et la médiation un peu fine que les bibliothécaires pouvaient engager avec les usagers, liés à même des compétences d'intelligence collective, de facilitation, ou encore de connaissances et d'aménagement de bibliothèques troisième lieu. Donc la liste, si vous voulez, serait longue, mais ça, c'est un élément très fort qui ressort et qui est un peu attesté aussi avec tout le travail réalisé, notamment par le ministère de la Culture en lien avec les territoires, sur ce référentiel national des compétences des bibliothèques territoriales qui identifie toute une série de domaines de compétences aujourd'hui à travailler auprès des bibliothèques et des bibliothécaires et qui sont pour le coup assez nombreux. Sur aussi un point important sur la diversification des usages et des usagers, beaucoup d'éléments là-dessus, sur une attention plus grande, en tout cas des bibliothèques, à la question effectivement des usages et des usagers. Puis dernier point, sur la diversification en termes de collection. Alors, ce qui est important de noter, c'est que, juste une petite parenthèse là-dessus, c'est que quand j'ai lu tout ce qui pouvait exister sur les bibliothèques dans les années 90, notamment, les rapports, en fait, étaient constitués essentiellement, les deux tiers des rapports sur la question des collections. Là, j'ai été assez frappé, dans le cadre des études qui pouvaient sortir, dans le cadre des entretiens que j'ai pu avoir, que finalement, la question des collections était assez minime par rapport à d'autres types d'enjeux qui pouvaient, en tout cas, ressortir au niveau des bibliothèques. En tout cas, quand elle est posée cette question des collections, elle va davantage questionner la problématique de la dématérialisation des collections et comment est-ce que, effectivement, les bibliothèques s'adaptent aujourd'hui à ces enjeux. Donc, voilà un petit peu sur les caractéristiques de ces évolutions. C'est un peu, je vais rapidement là-dessus. Et alors, sur les effets de ces transformations, qu'est-ce que, au fond, la diversification des fonctions, des espaces, des métiers, eh bien, apporte effectivement au fonctionnement des bibliothèques et notamment dans leurs relations aux usagers.
Alors, premier point extrêmement intéressant, c'est le constat un peu généralisé d'augmentation de la fréquentation des bibliothèques par les usagers et aussi un constat de diversification des publics. Donc, beaucoup d'éléments, d'études, d'entretiens qui viennent attester de cette idée que quand on met en place un processus de diversification fonctionnelle, spatiale de ces bibliothèques, eh bien, il y a une espèce de mécanisme aussi lié à cela et qui a pour effet eh bien, d'augmenter la fréquentation des bibliothèques et aussi de diversifier pardon, les publics. Alors ça, c'est très important parce que les bibliothèques sont quelque part les quelques rares équipements culturels à répondre aujourd'hui à ces enjeux et ces objectifs de démocratisation culturelle qui visent effectivement à donner accès à tous à la culture. Et donc ça, c'est un point extrêmement intéressant et qui a été effectivement souligné particulièrement dans le cadre de cette étude, avec notamment la diversification des publics et le fait que les bibliothèques se sont retrouvées à devoir, en tout cas, gérer toute une série de publics. Autre point qui va concerner la contribution des usagers, donc beaucoup d'éléments qui viennent nous dire que finalement, il y a eu tout un travail de participation qui a été effectué par des bibliothèques pour à la fois concevoir leur bibliothèque ou assurer un peu la gestion au quotidien de ces bibliothèques. Sur la question de l'ancrage territorial, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup de travaux qui ont montré qu'il y avait effectivement la mise en place de réseaux de bibliothèques et que ça pouvait avoir un intérêt dans le fonctionnement au quotidien de ces bibliothèques, mais que cet ancrage territorial était encore inachevé et que de ce point de vue, il y avait aussi encore beaucoup d'enjeux, beaucoup de travail à effectuer et notamment de coordination de la part des bibliothèques départementales pour, en tout cas, permettre une véritable coopération territoriale un peu fluide des bibliothèques. Quatrième point sur l'évolution des métiers des bibliothécaires et des organisations au sein des bibliothèques. Là, de ce point de vue-là, on parle d'évolution un peu controversée, c'est-à-dire que vous allez avoir deux types d'éléments qui vont ressortir. Un certain nombre de bibliothécaires qui vont nous dire ces évolutions sont extrêmement intéressantes parce que ça permet à un moment donné d'élargir la palette des compétences des bibliothèques, de pouvoir faire évoluer aussi les métiers des bibliothécaires, donc quelque part un certain nombre d'opportunités, et puis d'autres qui vont être plus dans cette idée qu'il y a une forme de trouble identitaire de la fonction du bibliothécaire sur cette idée, c'est quoi finalement la fonction essentielle des bibliothécaires, des enjeux de prescription, d'accompagnement effectivement des lecteurs, ou plutôt des enjeux de médiation, de facilitation. Et de ce point de vue-là, on sent qu'il y a en tout cas encore un travail profond à faire sur l'accompagnement de l'évolution des métiers de bibliothécaire. Et puis, dernier point, et puis après on pourra continuer davantage sur les outils concrets, sur un dernier point essentiel de cette étude, c'est qu'au fond, il y a toute une série, si vous voulez, de conflits ou de tensions qui ont pu être identifiées dans le cadre de ces bibliothèques plus diversifiées, plus hybrides, davantage ancrées à leur territoire, et notamment à commencer par les conflits d'usage entre effectivement la diversité d'usagers qui aujourd'hui pratiquent les bibliothèques. Avec beaucoup de questions. Alors, je cite souvent cet exemple, un bibliothécaire qui m'avait dit, le problème, c'est que les jeunes ne restent pas effectivement dans leur espace jeune et qu'on est un peu débordé et qu'il y a des conflits d'usage avec les gens qui avaient l'habitude de venir dans les bibliothèques et qui considèrent que les bibliothèques sont d'abord des lieux de consultation d'ouvrages, de travail, des lieux silencieux. Donc, de ce point de vue-là, ça pose pas mal de problèmes. D'autres types de tensions entre des équipements, si vous voulez, culturels diversifiés, avec d'un côté un centre social et de l'autre une bibliothèque. Et pas mal d'exemples, au fond, de tensions entre des référentiels métiers, des cultures professionnelles, au fond très différentes, entre des professionnels des centres sociaux et puis des professionnels des bibliothèques, dans la relation notamment au public, dans la manière de considérer le travail de médiation. Donc, beaucoup d'éléments de ce point de vue-là, de tension, et dans un certain nombre de cas, de crises, effectivement, qui ont pu se produire dans un certain nombre de bibliothèques. Donc, voilà un petit peu sur l'état de l'art, de manière très synthétique, sur ce qui peut ressortir de cette étude-là. Et au fond, la deuxième partie de notre étude, de notre réflexion, c'était de dire,
bah, comment est-ce qu'on travaille sur, d'une part, l'identification d'outils, de méthodes permettant d'accompagner ces évolutions-là, et comment est-ce qu'on expérimente des outils et des méthodes permettant d'aider les bibliothèques, hein, les bibliothécaires, à travailler sur 4 axes. Le premier, la question de la territorialisation de ces bibliothèques. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les bibliothèques peuvent être accompagnées pour davantage travailler en réseau, en partenariat, en coopération avec d'autres acteurs territoriaux. Deuxième axe qui va concerner la coopération. Comment est-ce qu'on accompagne, on aide les bibliothèques à davantage travailler en coopération avec les usagers, avec aussi d'autres types d'acteurs et de professions, comme les professionnels des centres sociaux. Un troisième axe qui va concerner plus cette idée de réinstitutionnalisation des bibliothèques. Comment est-ce que, au-delà des référentiels, par exemple, du ministère de la Culture, comment est-ce que les bibliothèques peuvent construire elles-mêmes leurs propres normes, leurs propres référentiels, et notamment d'évaluation. Et puis, quatrième axe, sur quand, à un moment donné, il y a effectivement des conflits d'usage, des conflits entre professionnels, eh bien, comment est-ce qu'on apprend, entre guillemets, à habiter le conflit à travers des outils qui permettent non seulement d'habiter le conflit, mais de dépasser effectivement ces conflits-là. Donc, 4 types d'outils qui nous semblaient, en tout cas 4 types d'axes, pardon, qui nous semblaient extrêmement intéressants à investiguer pour accompagner les évolutions contemporaines de ces bibliothèques, médiathèques publiques. Merci Raphaël pour cette première partie. On enchaîne sur ces outils-là que tu décris un peu plus ou on pose déjà quelques questions C'est comme vous voulez. On Moi, te laisse, je peux continuer mon tunnel parce que là, je suis. Mais on te c'est laisse comme vous voulez. respirer Après, sinon on un peut peu. finir sur ces quelques outils et puis après, surtout discuter, si ça vous va. Entendu. Euh, On va poursuivre par les outils que tu as évoqués et puis après on rajoutera quelques questions qui ont déjà commencé à apparaître et j'en poserai peut-être une cinquième sur les enjeux de coopération qui vont peut-être illustrer aussi des problématiques mayonnaises si tu veux bien par la suite. Mais je te laisse continuer sur outils et méthodes parce que les quatre Très sujets bien. sont vraiment importants. Voilà. Donc, 4 orientations et en se disant, bah, finalement, les politiques culturelles, les bibliothèques ne sont pas suffisamment outillées. Il y a des choses qui existent, hein, on va en parler, mais il y a certainement, en tout cas, des méthodes, des outils de l'ingénierie culturelle à travailler et à repenser pour accompagner ces 4 types d'axes qu'on a pu identifier. Donc, premier point sur la question de la territorialisation de ces bibliothèques. Alors, on a identifié des choses assez intéressantes de ce point de vue-là, notamment un cas dont on entend de plus en plus parler, mais qui a été travaillé notamment par le Bureau des possibles, sur ce travail de co-construction du schéma de lecture publique de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, avec cette idée que si on veut travailler, si vous voulez, sur des bibliothèques ancrées dans leur territoire, avec effectivement des partenariats territoriaux pertinents, il faut travailler sous la forme d'ateliers, de co-conception, co-construction, avec une diversité d'acteurs du territoire. Et tout ça, ça ne s'improvise pas, ça se pense sur un temps long, et il y a derrière des outils et des méthodes qui peuvent effectivement permettre cela. Donc ça, c'est un exemple, si vous voulez, d'outils qui ont été travaillés dans le cadre de ce projet, qui sont assez intéressants, avec toute une série, si vous voulez, de retours, de bibliothécaires, d'usagers qui nous disent qu'effectivement, il y a eu à ce moment-là un apprentissage qui a été essentiel pour créer une communauté apprenante et, à un moment donné, travailler davantage, en tout cas, sur des réseaux de territoire. Autre exemple d'outil assez intéressant, c'est ce qu'on avait travaillé avec Loire-Forêt Agglomération dans la médiathèque de Saint-Just-Saint-Rambert sur ces histoires de cartographie collaborative des ressources. En fait, quels sont à un moment donné les... Alors, l'idée, c'est pas d'avoir une liste exhaustive de partenariats sur le territoire avec lesquels les bibliothèques pourraient travailler, c'est d'identifier, si vous voulez, les partenaires qui pourraient effectivement enrichir à un moment donné l'offre, le service d'une bibliothèque. Et donc là, c'est cette idée de travailler sur des formes d'ateliers de cartographie collaborative avec une diversité d'acteurs, à la fois des professionnels, des bibliothèques, mais aussi d'autres acteurs culturels, des acteurs sociaux, des usagers, pour identifier, si vous voulez, à la fois les ressources, on va dire, très formelles sur le territoire et des ressources plus informelles, c'est-à-dire celles qui ne font pas forcément partie du radar, on va dire, des partenaires habituels des bibliothèques, mais qui pourraient effectivement être concrètement mobilisées
pour assurer une meilleure gestion, un meilleur fonctionnement, une meilleure ouverture ou ancrage des bibliothèques dans le territoire. Autre idée, c'est la question de la coopération. Alors là, plusieurs types d'outils qu'on a pu travailler, et notamment avec la bibliothèque départementale du Val d'Oise, qui était sur un projet de bibliothèque hybride entre des services sociaux, si vous voulez, du département, et puis effectivement la bibliothèque départementale avec cette idée de créer un lieu hybride. Voilà. Et premier point qui a été travaillé, c'était cette idée de se dire, avant de se lancer dans ce projet-là, peut-être qu'il faudrait que les acteurs du monde social, du département, et puis les acteurs de la lecture publique du département, se connaissent, se rencontrent et échangent sur leur métier, sur les contraintes aussi de leur profession. Voilà. Alors ça a été un premier temps fondamental, où en fait on s'est rendu compte que ces acteurs-là ne se connaissaient pas quels étaient les enjeux professionnels, les objectifs, les problématiques. On a travaillé sur aussi des formes de fiches usagers, agents, plutôt des fiches persona pour essayer d'indiquer un peu les acteurs qui pourraient être amenés à pratiquer cette bibliothèque hybride. Et puis sur un outil qui a été extrêmement intéressant à travailler, qui est cette matrice de réciprocité, en disant que si on veut commencer à coopérer, en fait, il est essentiel de voir ce que chaque acteur, les bibliothécaires, les responsables des centres sociaux, des services jeunesse et de la PMI, eh bien, peuvent apporter à ce projet de bibliothèque hybride et donner en échange. Donc, on a commencé un travail sur finalement des logiques de don contre don. Qu'est-ce que concrètement la bibliothèque apporte aux services de la PMI et inversement, qu'est-ce que les services de la PMI peuvent apporter aussi aux bibliothèques. Donc cette logique de matrice de réciprocité est ce qui nous a permis de commencer à travailler sur un projet en commun et aussi et surtout d'identifier potentiellement les points de conflit qu'on pouvait d'ores et déjà identifier. Conflit notamment, si vous voulez, sur qui est-ce qui va assurer l'accueil de cette bibliothèque hybride, en disant que finalement la fonction d'accueil allait être déterminante dans cette histoire pour effectivement mettre en lien les différentes ressources de cette bibliothèque hybride. Donc voilà, un travail en tout cas de matrice de réciprocité qui semble effectivement extrêmement intéressant à travailler. Alors je vous passe, je ne peux pas tout vous présenter. Autre outil qu'on a travaillé, c'est des outils de coopération interculturelle. Là qu'on a travaillé donc avec l'Agora à Metz, l'Agora qui est en fait un équipement culturel qui comprend une bibliothèque, un centre numérique et un centre social. Il y a eu des conflits, des tensions entre ces différents métiers qui ont été progressivement dépassés par l'Agora, mais il restait à travailler notamment sur la question vraiment comment est-ce qu'on va plus loin sur nos coopérations interculturelles, sur au fond nos référentiels métiers, nos cultures professionnelles et comment est-ce qu'on essaye de vraiment travailler ensemble là-dessus. Et c'est ce qu'on a travaillé dans le cadre d'un atelier avec plusieurs types d'outils qui ont été travaillés. Alors notamment sur la question des mots, le glossaire de l'Agora, chacun a, si vous voulez, des mots particuliers, des acronymes particuliers. C'était déjà un premier travail, et en fait, qui s'est avéré extrêmement important pour essayer de mieux se comprendre, et notamment le terme de médiation, où là, effectivement, il y avait un travail de fond à faire sur cette notion-là. L'arbre des compétences, identifier les savoirs, les savoir-faire de chacun, voir comment est-ce que les savoir-faire des responsables des centres sociaux pouvaient aussi intéresser, alimenter, enrichir le travail des bibliothécaires et inversement. Et puis sur toute une série de modes de fonctionnement. Donc je ne peux pas tout vous détailler, mais notamment quelque chose qui a été assez frappant, c'est notamment le rapport, si vous voulez, à la question du respect des horaires, d'ouverture notamment des équipements culturels, avec là des cultures professionnelles assez différentes entre d'un côté les bibliothécaires et de l'autre les responsables de ce centre social, avec cette idée que beaucoup de choses pouvaient se produire, se passer en dehors des horaires d'ouverture officiels. Enfin voilà, donc beaucoup de discussions, si vous voulez, sur des modes de fonctionnement assez différenciés, mais qui permettaient progressivement de pouvoir s'accorder sur ces enjeux-là. Sur la coopération avec les usagers, un outil extrêmement intéressant donc développé par la médiathèque de Lezou, notamment de valorisation du travail des bénévoles et des usagers, qui nous a semblé tout à fait pertinent. Donc à la fois à travers des chartes vraiment formalisées avec chacun des usagers pour voir ce que chacun pouvait donner et apporter par rapport à la médiathèque de Lezou, et une valorisation des bénévoles, des usagers de la médiathèque,
et qui sont responsables d'un certain nombre de programmes, on pourra en discuter au sein de la médiathèque de Lezoux, mais tout ce travail de valorisation à travers ce dispositif qui s'appelle la médiathèque dont vous êtes le héros. Je continue, j'ai bientôt fini, je passe encore sur un ou deux outils et puis après on va discuter. Sur cette question plutôt de travailler sur la manière de réinstitutionnaliser les bibliothèques par les territoires, par les personnes qui font les bibliothèques hein, sur les territoires, tout ce travail de conception, si vous voulez, d'indicateurs d'évaluation qu'on a travaillé là aussi avec la médiathèque de Lezoux, en disant que le plus déterminant, c'était peut-être moins ces fichiers Excel interminables, et notamment pensés depuis le ministère de la Culture, qui ont un intérêt, mais qui ont beaucoup de difficultés à atterrir sur les territoires. Ça, on a pu le constater, on a eu beaucoup d'entretiens qui nous ont en tout cas pointé ces limites de ces outils d'évaluation. Et plutôt travailler, si vous voulez, sur des questions évaluatives qui font sens par rapport aux acteurs et aux usagers qui pratiquent ces bibliothèques-là. Quelles sont les questions évaluatives et quels sont, au fond, les indicateurs qu'on pourrait travailler avec les bibliothèques pour essayer, effectivement, de bénéficier d'un outil un peu objectif d'évaluation par rapport à ces questions évaluatives. Donc, c'est vraiment ça qu'on a essayé de travailler avec la médiathèque de Lezoux sur la co-conception d'indicateurs d'évaluation et notamment beaucoup de questionnements pour la médiathèque de Lezoux hein, sur la question de l'évaluation de la participation des usagers et des bénévoles. Qu'est-ce que ça apporte dans le fonctionnement de la bibliothèque, dans le rapport de la bibliothèque aux usagers, dans la qualité du service public, dans le lien de la bibliothèque avec aussi le territoire. Beaucoup de questionnements, si vous voulez, qui clairement hein, n'apparaissaient pas dans les outils d'évaluation habituels et notamment travaillés et proposés par le ministère de la Culture. Autre point, puis je vais arrêter là, hein, parce qu'il y a beaucoup trop d'outils à vous montrer. Hein. Dernier point, c'est ce qu'on a travaillé avec l'Agora à Metz. Autre élément qui nous semblait extrêmement intéressant de travailler, il y a aujourd'hui ces fameux PC, SES, j'arrive jamais à le dire, mais en tout cas, ces projets culturels, éducatifs, sociaux hein, au sein des bibliothèques qui peuvent exister. La question, c'était de se dire comment est-ce que ces projets-là sont travaillés avec un ensemble d'acteurs, mais surtout comment est-ce qu'ils aident à se projeter dans l'avenir collectivement. Et c'est ça qu'on a essayé de travailler avec l'Agora à Metz sur un atelier, si vous voulez, de design fiction, en se disant comment est-ce qu'on peut se projeter à 2040 au regard d'évolution probable du territoire, et notamment sur ces enjeux, évidemment, de transition hein, écologique, hein, ces enjeux écologiques ou des grandes transitions sociétales ou numériques qui vont impacter nos sociétés et nos territoires. Comment est-ce que collectivement l'Agora se projette par rapport à ça? Et donc, on a travaillé sur un certain nombre de ce qu'on a appelé des souvenirs du futur hein, pour voir comment est-ce qu'on pouvait commencer à travailler sur un projet, un PCSES hein, pour l'Agora à Metz à travers ces ateliers de design fiction. Voilà dans les grandes lignes. Je pourrais continuer après sur les outils, effectivement, d'apprendre la manière de travailler sur la manière de travailler à habiter le conflit. Mais je propose que là, je vois le temps qui passe, qu'on prenne un temps pour échanger. Il reste une vingtaine de minutes, ça me semble préférable, si ça vous va. Merci beaucoup, Raphaël. Merci pour cette présentation et le détail aussi d'outils en fait, d'accompagnement des évolutions et d'évolution et des modèles et des compétences. Avant de passer aux échanges un peu sur ce que tu as pu présenter, il y avait quelques questions, et notamment une première question très concrète. Tu as parlé de diversification des publics sur les bibliothèques, relativement en fait à l'évolution des services qui sont proposés en bibliothèque. On a une personne qui nous demande si on a des chiffres sur la diversification des publics, quelque chose qui objective un peu le fait que bah, finalement les gens qui viennent aujourd'hui en bibliothèque sont peut-être un peu plus divers et multiples que ça pouvait être le cas encore dans les années 80 où on regrettait régulièrement le fait que ce soit une partie de la population très particulière qui fréquentait majoritairement les bibliothèques. Est-ce que ça c'est toujours vrai? Est-ce qu'on a la capacité à le mesurer? Est-ce que tu as pu t'en rendre compte? Si oui, comment? Ouais, il y a un certain nombre d'études hein, alors, et tout ça sera publié précisément dans le rapport. Et là, je n'ai pas tous les éléments chiffrés, mais en tout cas, on a recensé, si vous voulez, des études depuis une dizaine d'années qui, à un moment donné, et notamment les enquêtes du DEPS ou du ministère de la Culture, qui effectivement, hein, viennent eh bien, un peu confirmer cette idée qu'il y a ce processus, en tout cas, de diversification hein, du profil des usagers avec quelques constats. Hein.
sur finalement cette idée que les usagers viennent non seulement pour les espaces de lecture, mais aussi et surtout pour deux types d'activités, des activités culturelles, numériques, des ateliers autour du granothèque, des ateliers autour aussi des services de services sociaux. Donc, un certain nombre d'éléments de ce point de vue. Il y a le CREDOC qui a aussi travaillé là-dessus. Donc ça, vous allez retrouver ça dans le rapport et notamment toutes les enquêtes qui viennent attester de ça. Après, ce que vous allez retrouver dans le rapport, c'est l'ensemble des entretiens qu'on a pu aussi réaliser et qui viennent en fait à chaque fois un peu attester cette idée que finalement les bibliothécaires ont pu observer cette diversification aussi des publics. Donc toute une série, si vous voulez, de témoignages où là, c'est pas des données chiffrées, mais beaucoup de témoignages qui au fond nous disent que les bibliothèques ont fait l'expérience de l'accueil d'usagers auprès desquels ils n'avaient pas l'habitude forcément de travailler. Un autre point aussi qui est noté par rapport à cette diversification qui semble important, c'est cette idée aussi de paupérisation des publics. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de publics précaires qui aussi viennent au sein de ces bibliothèques-là, avec cette idée que finalement les bibliothèques sont un peu quasiment les derniers lieux, on va dire, d'une part de gratuité, mais aussi d'accueil, effectivement, d'un ensemble de publics, et que ces bibliothèques ont tendance à jouer de plus en plus comment dire, cet espace de lieu refuge pour toute une série de personnes qui, effectivement, peuvent trouver là les moyens d'avoir accès à un espace, en tout cas, décent. Donc, beaucoup de témoignages aussi là-dessus, à la fois dans le cadre d'études qui ont été faites depuis une dizaine d'années et de témoignages qu'on a pu récolter dans le cadre de nos entretiens. Alors, je suis désolé, là, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas, ça, vous aurez ça dans le rapport. Ah, on t'avait perdu une seconde, Raphaël, mais je crois que tu es revenu. Alors, j'appelle, s'il y en a parmi vous qui souhaitent évidemment poser des questions, n'hésitez pas à le signaler dans le chat et puis on va les relayer au maximum et même vous donner la parole si vous le souhaitez. Je précise juste qu'effectivement, la rencontre, elle est enregistrée. Donc, si vous souhaitez poser une question en direct, sachez qu'elle sera ensuite diffusée dans le webinaire. Voilà, c'est simplement pour les personnes qui ne souhaiteraient pas être entendues directement. Mais je vais poser une question à Raphaël et puis si vous en avez d'autres qui arrivent, n'hésitez pas, on les relaie et on vous donne la parole. Je voudrais revenir simplement sur l'histoire de Lezou, qui est une médiathèque un peu iconique, en fait, un projet un peu iconique dans le monde des bibliothèques qu'on avait découvert il y a plus d'une dizaine d'années maintenant au démarrage de son projet, qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit, qui continue à en faire aussi, qui était un projet effectivement enthousiasmant d'une médiathèque intercommunale dans une zone hyper rurale, mais avec une idée non pas directement de mise en réseau d'équipement, mais vraiment de médiathèque au centre d'un territoire rural qui rend un service pour l'ensemble du territoire. Donc ça pose de ce point de vue-là beaucoup de questions. Mais comment on fait vivre ce projet sur le long terme? Comment passer la dynamique, je le disais tout à l'heure, de construction du projet, de mobilisation des premières personnes qui vont être les ambassadeurs de ce projet? Comment on fait 10 ans plus tard pour que ça reste le service dynamique, vivant, résilient qu'on avait imaginé constitué dès l'origine? Voilà. Est-ce que ça, tu as pu en échanger avec les professionnels et peut-être les ambassadeurs, les héros de la bibliothèque de Lezou? Alors, par rapport à Lezou, pardon, il y a beaucoup d'ingrédients, de facteurs favorables au fait que effectivement la dynamique eh bien, perdure à travers le temps et qu'on ne soit pas juste resté, ce qui arrive aussi dans un certain nombre de cas, à une logique un peu voilà, d'hypercommunication sur un moment donné et effectivement la co-conception d'une médiathèque et que une fois la médiathèque construite et ouverte, finalement qu'on retrouve les logiques habituelles. Là, c'est pas vraiment ce qui s'est passé à Lezou, et effectivement, de fait, la dynamique prend toujours et est bien ancrée dans le territoire. Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a d'une part la structuration de cette intercommunalité et le fait que vraiment la médiathèque de Lezou ait été un peu comment dire, ce qui allait incarner, effectivement, du point de vue d'un équipement, la construction de cette intercommunalité. Donc ça, je pense, c'est assez important parce que dès le début, il y a eu cette logique de dire, certes, on construit un équipement, mais c'est un équipement territorial qui fonctionne immédiatement en réseau avec les autres points lecture publique du territoire, avec d'autres types d'équipements du territoire. Donc, si vous voulez, un équipement ancré pleinement dans ce territoire, ça, je pense, c'est un élément très important. Deuxième élément, je pense, c'est le rapport, la manière
Donc ça a été d'une part porté politiquement, mais aussi la manière dont les élus ont su, à un moment donné, euh, faire pleinement confiance vis-à-vis des agents de cette médiathèque-là. Et ça, c'est un autre élément, c'est-à-dire la capacité des élus du territoire à finalement pas être en contrôle systématique par rapport à un projet qui effectivement était aussi assez incertain, avec effectivement des zones d'ombre potentielles assez expérimentales, et qui ont su et qui continuent à faire confiance vis-à-vis des équipes de la médiathèque pour gérer des conflits d'usage qui peuvent exister, pour travailler effectivement pleinement avec ces bénévoles, pouvoir structurer ça et pouvoir aussi fonctionner en réseau avec un certain nombre d'acteurs du territoire. Ça, je pense, c'est un deuxième facteur extrêmement important et dont on parle, je pense, pas assez. Troisième facteur, ça va être effectivement l'équipe. L'équipe derrière, avec des compétences, notamment de médiation assez éprouvées, avec derrière une culture aussi en lien avec l'éducation populaire. Je pense que ça, c'est très important. Et une culture, on va dire, de la cogestion, de la coopération, maîtrisée par l'équipe de la médiathèque, qui est un autre facteur assez déterminant. Et puis, dernier point, c'est tout ce qu'ils ont pu continuer à faire perdurer comme type de dynamique. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un temps de co-conception. Ça a créé effectivement une communauté d'acteurs du territoire, à la fois avec des acteurs du territoire, des partenaires institutionnels, mais aussi et surtout des usagers, des habitants du territoire. Et tout de suite, si vous voulez, l'idée, ça a été de dire, on n'en reste absolument pas la construction de ce bâtiment en se disant, finalement, ça y est, on a fait le job, pas du tout. C'était bien cette idée de pouvoir continuer à faire vivre et perdurer cette dynamique de communauté. Donc ça, le truc assez génial, je pense, qui a été travaillé par la médiathèque, ça a été d'une part de formaliser, si vous voulez, l'engagement bénévole à travers des chartes assez bien ficelées sur qu'est-ce que vous donnez et qu'est-ce que vous avez en retour. Donc un engagement bénévole et d'usagers certain et formalisé. Et puis, encore une fois, une valorisation de ces usagers, de ces bénévoles, que ce soit à travers le dispositif, la médiathèque dont vous êtes le héros, mais sur le fait de donner les clés vis-à-vis d'un certain nombre de programmes gérés pleinement, complètement par les bénévoles de la médiathèque. Des programmes, alors vous allez avoir une brénothèque, vous allez avoir un programme sur des échanges sur des bouquins qui s'appellent On se lit tout, donc sur des lectures, sur le jardin partagé de la médiathèque, sur l'espace numérique, sur, par exemple, le skatepark qui a été aussi créé au niveau de la médiathèque, où là, c'est des jeunes qui sont venus taper à la porte de la médiathèque de Lozou en disant, nous, clairement, on aimerait bien utiliser l'espace devant la médiathèque pour faire du skate. Il y avait des conflits d'usage. Et donc, il y a eu tout un travail de fond qui a été travaillé pour co-construire finalement ce projet de skatepark et en donnant effectivement la responsabilité et les clés de skatepark vis-à-vis d'un groupe de jeunes, mais en même temps en les responsabilisant fortement. Donc, c'est un ensemble, si vous voulez, de facteurs, d'ingrédients, à la fois politiques, territoriaux, institutionnels, de compétences aussi à l'intérieur de la médiathèque, qui fait qu'aujourd'hui, la dynamique, clairement, perdure et c'est vraiment ancré sur le territoire. Mais on est encore sur, je pense, des dynamiques fragiles et qui vraiment se jouent vis-à-vis d'ingrédients qui sont toujours aujourd'hui présents. Si du jour au lendemain, on enlève un type d'ingrédient, peut-être que la dynamique pourra effectivement bien être moins convaincante. Mais en tout cas, pour l'instant, ça perdure. Alors pour poursuivre là-dessus, puisque justement là on a beaucoup parlé services et bon, le zoo c'est un exemple comme d'autres de diversification des services, de comment on se saisit d'opportunités de territoire, de dialogue avec les populations, là les jeunes avec l'histoire du skatepark ou d'autres éléments avec toute cette dynamique autour des héros de la bibliothèque. Moi j'aurais envie que tu nous fasses un peu j'ai pas envie de dire un rapport d'étonnement, mais si tu devais te dire aujourd'hui ma vision du bibliothécaire ou des bibliothécaires après l'étude, en regard de ce que peut-être tu avais en tête avant d'aborder l'étude, c'est quoi finalement le bibliothécaire et ses compétences aujourd'hui? Tu en as décrit quelques-unes, mais celles qui permettent, notamment les plus importantes, qui permettent de faire perdurer ces projets dans des logiques justement de coopération, de lien avec le territoire. Qu'est-ce que c'est qu'un bibliothécaire au sens, un professionnel qui anime des lieux et des réseaux de bibliothèques, puisque c'est peut-être plus comme ça qu'il faudrait le désigner aujourd'hui. Ouais, sur le rapport d'étonnement, moi, la première chose quand même qui m'a frappé, c'est sur les évolutions bien réelles de ces bibliothèques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, et ça c'est important, il n'y a pas un hyper discours de la mutation, de la transformation permanente, ça n'existe pas vraiment au sein des bibliothèques, mais de fait, de manière très pratique et pragmatique,
on voit effectivement hein, toute une série de bibliothèques qui se sont progressivement adaptées, alors avec des formes très diverses, hein, mais quand même, qui se sont adaptées vis-à-vis bah, finalement d'un autre rapport effectivement aux collections, d'un autre rapport à la culture, de l'intégration d'une culture numérique, d'un lien plus profond effectivement avec le territoire. Ça, c'est le premier point sur, de fait, c'est des équipements culturels extrêmement intéressants à observer pour analyser l'évolution, l'adaptation des métiers, notamment culturels, et pour bien connaître aussi d'autres types d'équipements culturels, comme des établissements d'enseignement artistique ou d'autres, eh bien, clairement, les bibliothèques sont extrêmement intéressantes à observer et peuvent être des sources d'inspiration, je pense, tout à fait pertinentes pour d'autres types d'équipements culturels qui, de fait, ont beaucoup de difficultés à s'adapter. Donc ça, c'est le premier point. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est, je pense, euh, bah, plusieurs points. C'est effectivement, comment dire, ça ne remet pas en cause la compétence profonde, les compétences essentielles et profondes des bibliothécaires vis-à-vis de la maîtrise, effectivement, des collections qui doivent exister dans les bibliothèques et le fait de pouvoir guider, orienter les usagers dans une diversité de ressources, que ce soit à travers des livres, des ressources numériques ou d'autres types de ressources. Je pense que les bibliothécaires ont encore pleinement leur rôle à jouer par rapport à ça, et ce rôle un peu de, voilà, de boussole pour essayer de guider un peu euh, effectivement ces usagers, ces lecteurs ou autres, hein, perdus dans une espèce de quantité de ressources assez considérable. Et je le dis que par rapport au fait que, à mon avis, sur ces enjeux de dématérialisation, notamment des ressources, eh ben, je pense que ça va approfondir, au contraire, le rôle des bibliothécaires dans cette capacité à guider justement les usagers dans cette masse de ressources infinies que propose notamment le numérique. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'au fond, on va avoir un peu conforter les compétences des bibliothécaires sur ces enjeux d'orientation, de prescription vis-à-vis, par contre, d'une diversification, une diversité de ressources et de collections. L'autre point qui me semble quand même très intéressant, c'est l'attention. Euh, et ça, c'est une deuxième compétence, l'attention finalement aux lecteurs et aux usagers. Cette idée, au fond, qu'ont notamment les professionnels des centres sociaux, sur le fait de ne pas uniquement regarder les usagers des bibliothèques sous le prisme de leur rapport à la lecture, aux collections, mais les envisager de manière plus globale, de comprendre au fond leurs enjeux familiaux, sociaux, leurs problématiques de mobilité, leurs liens avec les territoires. Et donc ça, c'est intéressant sur une deuxième compétence, finalement, l'accompagnement global on va dire, de l'usager habituel des bibliothèques, en se concentrant pas seulement sur leur rapport à la lecture ou à d'autres ressources, mais sur une compréhension un peu globale sur leur rapport au territoire et sur la manière aussi de les impliquer pour assurer une meilleure appropriation, une meilleure ouverture, une meilleure gestion du service public et de la lecture publique. Et puis, troisième compétence qui me semble assez déterminante, hein, c'est tout ce lien, effectivement, aux politiques publiques territoriales. C'est-à-dire que on ne peut pas aujourd'hui, je pense, considérer que les bibliothécaires sont juste des experts hein, des politiques de lecture publique. Il y a clairement beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à faire et à construire, avec notamment les autres secteurs des politiques culturelles, hein, et notamment au niveau des enseignements artistiques, avec les autres écoles de musique du territoire, par exemple, avec d'autres types d'acteurs culturels du territoire, il y a vraiment un enjeu à une compréhension, une maîtrise des politiques publiques territoriales pour voir comment est-ce que les bibliothèques sont aujourd'hui placées aussi hein, comme au centre de ces politiques publiques-là. Si je dis ça, c'est que c'est des équipements, il n'y en a plus beaucoup, des équipements publics qui sont effectivement hein, appropriés par une diversité de publics et d'usagers. Et de ce point de vue-là, c'est des équipements publics extrêmement singuliers, extrêmement intéressants à travailler, à penser quand on travaille sur des politiques effectivement d'aménagement et de développement. Merci beaucoup, Raphaël. Et ben, en fait, on est arrivé au bout de cette, de cette heure de webinaire, mais je vais quand même éventuellement lancer une perche si quelqu'un parmi les personnes qui participent souhaite poser une question. Il est encore temps. Raphaël sera bref et synthétique sur cette dernière question. N'hésitez pas, c'est le moment. Vous avez 10 secondes encore. Sinon, je vais clôturer rapidement le webinaire. Bon, écoutez, c'est pas très grave. On va pouvoir
tranquillement se diriger vers la fin du webinaire. Ce webinaire, je le rappelle, il sera diffusé au plus tôt possible sur le site de la bibliothèque départementale et relayé de manière à ce qu'il nous accompagne sur l'ensemble en fait, des réflexions liées au schéma. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont dites pendant cette heure, notamment sur la posture et le positionnement des bibliothécaires. On a terminé par là, mais médiateurs culturels, personnel accueillant dans des logiques d'hospitalité, partenaire des politiques publiques, ça c'est des mots un peu clés qu'on retrouvera, je pense, assez systématiquement dans les réflexions posées autour du schéma et dans les différentes concertations. Je vais juste terminer par là. Je rappelle qu'elles ont lieu le 13 mai à Louverné à 18h, le 27 mai à Château-Gontier, pareil 18h, et le 11 juin à Lassay-les-Châteaux, accompagné par l'excellente Angélique Robert du Bureau des Possibles et ses camarades. Merci à tous les participants. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette présentation un peu en exclusivité de l'étude qui va prochainement sortir et que tout le monde pourra lire et qu'on relaiera évidemment sur le site de la BDM, c'est une évidence. Je vais souhaiter une très bonne journée à tout le monde et vous retrouver sur le territoire et dans les bibliothèques. Merci à tous.